Donc je salue Charlotte Dornelas. Bonjour chère Charlotte. Joseph Massescaron qui est là. Thomas Bonnet. Alors à 7h du matin. Et puis les journalistes politiques, vous avez été prévenus tard dans la nuit, visiblement. À minuit, on a appris que François Bayrou allait parler. Et je vous avoue, au début, Pascal, on a eu un peu peur. Mais on a dit il va démissionner. Je veux dire, à 7h pour rien dire en plus. Pour rien dire, on verra. Enfin, pour dire je convoque les gens. T'as besoin de faire une annonce à 7h pour dire je convoque les gens. Étant donné qu'il les reçoit dans la matinée, il était obligé de désamorcer, entre guillemets, avant. Donc ça explique l'horaire matinal. Moi, il ne peut pas faire un communiqué. Il est obligé de mettre ça en scène. C'est quelque chose à sur ce pays. Il ferait mieux de s'occuper de l'argent des Jeux Olympiques, vraiment, et plutôt de faire des choses utiles. Oui, les questions du budget aussi. De la com. On fait de la com. On monte sa bobine. C'est ça qui est le plus important. Joachim Le Falloc-Imad. Bonjour. Bon, l'info de la nuit, c'est Donald Trump qui a annoncé donc sur son réseau social que l'Iran et Israël avaient accepté un cessez-le-feu. Bon, c'est vrai que le président Trump, je disais tout à l'heure, il est hors des clous quand même. C'est-à-dire que parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là, c'est visiblement une opération réussie. Sur l'Ukraine, ça l'est moins. Je pense aux Iraniens qui espéraient un changement de régime. J'ai l'impression que c'est tombé à l'eau, que tous ceux qu'on a entendus sur les plateaux, qui sont venus ici, la communauté iranienne en France très présente, j'ai peur que ce soit remis au calendrier grec, comme on dit. Je voudrais que vous écoutiez pour commencer peut-être pas Donald Trump, non, Bernard-Henri Lévy, qui hier félicitait Donald Trump, mais qui ce matin était trouvait dommage sans doute de ne pas aller jusqu'au bout. Et de ne pas aller au bout, c'est-à-dire de faire changer ce régime. Mais bon, ça s'arrête en cours de route. Écoutez Bernard-Henri Lévy. Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Franchement, qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, à cesser le feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort d'Israël pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. Donc moi, je doute que le président des États-Unis ait concerté ce cessez-le-feu avec le Premier ministre israélien. Bon, il a peut-être écouté Emmanuel Macron. Il a peut-être écouté Emmanuel Macron qui demandait la désescalade. Mais Donald Trump la demande aussi depuis le début. Les Européens ne sont pas si éloignés que ça. Donald Trump, depuis le début, vise la question du nucléaire. Il a évoqué la question du changement de régime, mais au moment où il lance les frappes, il annonce en même temps que maintenant, place à la paix. Donc il y a pas, Donald Trump n'est pas du tout dans la lignée néoconservatrice à la base. Alors, ils sont en train de ressurgir aux États-Unis, c'est indiscutable. Mais lui a été élu avec la volonté, et d'ailleurs rappelé assez vertement par sa base ces derniers jours, de ne plus participer à des conflits extérieurs. Là, simplement, en effet, Israël... D'ailleurs, évidemment que Donald Trump, sur cette histoire de cessez-le-feu, si Benjamin Netanyahou n'est pas au courant de l'annonce de Donald Trump, ça n'arrivera pas. Je doute fort qu'il ne se soit pas parlé avant que cette annonce ait lieu, d'autant que font les États-Unis là-bas. Je ne sais pas, il y a 3 jours, tout le monde les remerciait de venir intervenir, donc ça veut dire qu'ils ont un rôle quand même dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire Trump en 2 jours, ce que personne n'avait réussi à faire en 30 ans, c'est-à-dire arrêter le nucléaire iranien. Mais il y a une certaine cohérence dans la politique étrangère trumpiste. Il avait promis en avril 2016, lors de son grand discours de campagne à Washington, que sa politique étrangère serait imprévisible. Je pense que les événements des derniers jours l'ont tout à fait montré. Et comme Charlotte l'a rappelé, il a été... Ça veut pas dire irrationnel. Exactement. Il a été élu en 2024 sur une ligne néo-isolationniste, avec Vance à la vice-présidence, avec une base MAGA, notamment un cœur électoral jeune qui est contre les guerres sans fin. Et donc je pense que ça a joué dans la volonté américaine un engagement le plus limité et le plus rapide possible. D'autant que les midterms sont dans 1 an et demi et Trump aurait beaucoup à perdre à un engagement indéfini avec des conséquences imprévisibles. Bon, manifestement, les Américains ont suivi Israël, mais ils ne le suivent pas jusqu'au bout. C'est comme ça aussi qu'on peut l'interpréter. Écoutez, Bernard-Henri Lévy, je trouve que c'est intéressant de... Comment 5 ans en guerre avec l'Iran. Parce que le gouvernement israélien ce matin dit tous nos objectifs ont été atteints. Et les buts de guerre se rangent à la décision de Donald Trump. Il n'y a pas de dichotomie entre la position israélienne et la position américaine. Bon, écoutez ce que disait Bernard-Henri Lévy, parce que c'est intéressant d'abord ce qu'il dit, et puis de décoder forcément ce qu'il dit, puisque ses interventions sont forcément significatives. Ce qui m'embête, c'est que l'Iran
a déclaré une guerre contre son peuple, d'abord, une guerre métaphorique, mais une guerre quand même, et une guerre contre Israël. L'Iran a déclaré la guerre en avril 2024, puis en septembre 2024, avec des frappes de missiles jamais vues dans l'histoire des guerres, l'Iran a déclaré une guerre. Bien. À Israël, c'est à Israël de savoir s'il a ou non neutralisé la puissance militaire qui a failli lui commettre des débats irréparables. Puisque je vous disais tout à l'heure, Mayar Monchipour a pris la parole, il était chez Romain Desarbres, et on peut penser effectivement au peuple iranien, on pense peut-être à la communauté iranienne, et j'imagine qu'elle est en train de nous écouter en ce moment. C'est une déception très grande, forcément. Je sais pas, moi, en fait, parce que c'est ce qu'il disait d'ailleurs, et moi je l'avais pas entendu. On est très loin des bombes qui tombent. Hein. Oui. Les gens qui se prennent des bombes sur la tête, en général, ils veulent que ça s'arrête pour commencer. Vraiment. Donc il faut aussi, c'est pas juste une discussion théorique sur qu'est-ce que va devenir le régime ou pas, d'autant qu'il y a une prudence. Ils veulent quand même que le régime tombe. Évidemment, Charlotte. évidemment. Et pour eux, aujourd'hui, ils se rendent compte que tu en reprends peut-être pour encore 5 ans, 10 ans. De la même manière, les Irakiens voulaient être libérés de Saddam Hussein. De la même manière, Kadhafi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, vous pouvez regretter des conséquences pires. La guerre est un cauchemar pour les populations. C'est entendu. Évidemment. C'est entendu. Comment est la résistance comment serait la résistance des mollahs, notamment vis-à-vis des Iraniens? C'est une question. Quelle est la préparation d'une alternative politique? C'est une question. Quel est le risque de fracturation totale de la société iranienne? C'est une autre question. Donc il y a quand même beaucoup de données qui sont... Bernard-Henri Lévy, il n'est pas étonnant, on va dire, dans sa ligne. C'est un partisan du changement de régime. Bien sûr. Tout le temps. Hein. Bien sûr. Par exemple, en Libye, c'était moyennement réussi, si je puis me permettre. Oui. Voilà. Mais quand vous intervenez, ça marche pas. Quand vous intervenez pas, ça marche pas non plus. C'est pour ça que je dis, c'est pas aussi simple que il faut continuer. Bon, écoutez Mayar Monchipour, parce qu'il traduit quand même, me semble-t-il, une sensibilité qui doit être dominante dans la société iranienne. Je pense qu'ils sont d'accord sur la fin, les moyens. Bon, écoutons-le. Je dis aujourd'hui, il y a une victime. Il y a une victime, c'est le peuple iranien. Ils ont cru qu'il pouvait y avoir un changement. Ils sont sous dictature. On dit toujours que l'Iran est occupé depuis 1979 par des étrangers, véritablement des étrangers, les mollahs. Donc, on leur dit, on a annihilé les possibilités de ce pays, de ce régime d'attaquer ses voisins. Mais alors, démerdez-vous. Restez entre vous. Là, vous verrez les prochains mois si le régime iranien maintient, parce qu'il est blessé, il a dû avoir peur, maintient la paix, il va faire une grosse répression interne. Il va y avoir des dizaines de milliers d'exécutions. Oui, c'est ce que disaient déjà certains analystes hier. Alors, qu'a dit Trump? Félicitations à tous, il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'un cessez-le-feu complet et total serait instauré dans environ 6 heures pour une durée de 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée. Officiellement, l'Iran instaurera le cessez-le-feu, puis à la 12e heure, Israël instaurera le cessez-le-feu. À la 24e heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde. Durant chaque cessez-le-feu, l'autre camp restera pacifique et respectueux, en supposant que tout se déroule comme prévu, ce qui sera le cas. Je tiens à féliciter les deux pays, Israël et l'Iran, pour avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence nécessaires pour mettre fin à ce qu'il convient d'appeler la guerre de 12 jours. Ouais. Ce qui est compliqué quand même... Emmanuel Macron doit être très satisfait d'ailleurs, c'était sa position. Oui, ce qui est compliqué... Non, mais je le dis sans ironie. Oui. Il a appelé à la désescalade, c'est ce qui se produit. C'est pas lui qui a été l'acteur de la désescalade. Oui. Non. Mais je pense qu'il dira qu'il a été écouté. Ça sera normal, c'est la bonne guerre si on peut dire. Mais s'agissant du communiqué, quand même, après l'attaque de base aérienne, de base américaine, qu'il y ait ce communiqué, c'est quand même, on peut quand même s'interroger. Ça veut dire que la pression interne aux États-Unis était tellement forte que aussi, Donald Trump a choisi ce principe de cessez-le-feu. D'ailleurs, moi, ce qui me frappe, pardonnez-moi, c'est que c'est le même vocabulaire qu'il a employé lorsque, en janvier 2020, il élimine Soleimani. Soleimani qui était le chef... Pardon, je sais, vous n'aimez pas les rappels historiques. C'est pas ça. Justement, c'est nécessaire. Oui, mais parfois c'est nécessaire. Oui. C'est, bon, voilà. Terminé.
simplement, donc, quand Soleimani est gardien de la Révolution, le grand chef des gardiens de la Révolution est éliminé, c'est un fait positif pour les États-Unis, et tout de suite, Trump est dans la désescalade et dit « Oui, mais c'était pour arrêter la guerre ». Là, exactement, pardonnez-moi, le même vocabulaire. Il dit « C'était ce que nous avons fait était pour arrêter la guerre ». Donc, c'est en permanence la même ligne. Écoutons Bernard-Henri Lévy et sur les objectifs d'Israël. Le but d'Israël, pour autant que je le sente, je ne suis guère qu'un observateur averti, c'est la dénucléarisation de l'Iran. Deuxième objectif, aujourd'hui, réduire fortement la capacité de lancer des missiles sur Israël ou ailleurs. Donc c'est ça. Alors après, est-ce qu'il y a aussi objectif d'un changement de régime ? Je suppose que si j'étais israélien, je ne serais pas mécontent que le régime change. Étant citoyen français, je vous avoue franchement que je ne pleurerais pas ce régime d'assassins que sont les mollahs. Je ne crois pas que ce soit le but de guerre pour autant des Israéliens. Bon, on va écouter Bernard Lévy dans une seconde, qui a été assez rude sur le président Macron, mais vous voyez cette analyse qui arrive, ce cessez-le-feu est une incommensurable catastrophe. Claude Moniquet le disait tout à l'heure sur notre antenne, Trump abandonne les Iraniens comme il a abandonné les Kurdes. Quant à Israël, il a neutralisé la double menace, mais rien ne changera fondamentalement sans la chute de ce régime. Le retour du boomerang sera violent pour tout le monde. Trump est un Chamberlain déguisé en Churchill. Est-ce que je peux faire une incise sans rappel historique ? C'est promis. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran ne concerne pas simplement les Israéliens, ça concerne le monde entier. Parce que la République islamique, pour les frères musulmans, on l'a vu, comme pour l'ensemble des islamistes dans le monde, est un modèle. Et ce n'est pas simplement le problème d'Israël, ce n'est pas simplement le problème des États-Unis, c'est notre problème à nous aussi et sur notre sol. Ah oui, mais tout le monde n'est pas sur votre ligne. On peut toujours être plus royaliste que le roi. Après, personne, à l'heure où nous parlons, ne peut dire quelles auraient été les conséquences d'un changement de régime imposé par la force depuis l'extérieur. Conséquences politiques, conséquences humanitaires, conséquences économiques. Je pense, moi je suis plutôt optimiste après sur le fait que le peuple iranien est un immense peuple avec un haut niveau d'éducation, une vraie conscience civilisationnelle, une vraie opposition. Si changement de régime il sera du fait des Iraniens eux-mêmes. Il ne sera pas du fait extérieur. Les candidats fantoches imposés l'extérieur, on a vu ce que ça a donné en Irak en 2003. C'est pas la même chose. Écoutez, je voudrais vous y voir. Non, mais c'est pas, pardonnez-moi, les Iraniens. C'est très compliqué. Les Iraniens. Non, vous êtes en train de nous expliquer que les Iraniens, c'est la position d'Emmanuel Macron, ils peuvent s'en sortir tout seuls. C'est pas sûr. Non, mais il y a eu une intervention extérieure. Le programme nucléaire a été extrêmement affaibli, le but de guerre est atteint. C'est pas sûr. Je vous assure que Reza Pahlavi et tous les Iraniens, et puis même les experts que nous faisons venir sur le plateau, considèrent que c'est une insulte à chaque fois que l'on cite attention, il y a eu l'Irak ou attention, il y a eu la Libye. Et ils ont raison. Parce que je suis désolé, le niveau. C'est pas exactement la même situation. Ah oui, c'est pas la même situation. Mais on peut quand même tirer des leçons de l'histoire de temps en temps. Je voudrais juste qu'on écoute une dernière fois Bernard Lévy sur Emmanuel Macron parce qu'il trouve qu'il est à côté de la plaque. J'ai voté 2 fois pour le président Macron et je ne le regrette toujours pas. Et j'ai pour lui beaucoup de sympathie et je pense qu'il y a un sujet qui me tient aussi à cœur, qui est le sujet ukrainien, où il a une position formidable. Bien. Sur ces sujets-là, j'ai peut-être eu des échanges, mais j'ai pas été entendu. Honnêtement, je vous dirais, si j'avais une conviction, je n'en ai pas. C'est vrai que ça me fait de la peine de voir que sur un sujet aussi important, la diplomatie française, la politique française est aussi à côté de la plaque. À côté de la plaque. Non, mais le président Macron, Thomas Bonnet, n'aime pas utiliser la force, que ce soit dans les banlieues, que ce soit à l'extérieur du pays. Il pense toujours, à tort ou à raison, que la parole solutionnera les conflits. Avec l'ambiguïté stratégique sur l'Ukraine, c'était intéressant parce que là, en l'occurrence, il avait fait peser la possibilité d'avoir des troupes françaises au sol. Donc là, ça avait été envisagé, ce qui n'est pas du tout envisagé. Oui, pour les autres alors dossiers. vous avez raison. Mais par contre, c'est vrai que le président de la République... Il avait aussi envisagé cette alliance qu'il avait... Non, mais en fait, vous avez raison. Comme il a, c'est toujours pareil, comme il a dit tout et son contraire, on Il avait parlé de coalition contre le Hamas aussi. Non, mais vous avez raison. Donc en fait, ça arrive parfois qu'il fasse planer la menace. Vous avez raison.
Bon, on peut peut-être écouter ce qu'a dit l'ambassadeur d'Israël en France, une réaction ces dernières minutes sur France Inter, me dit Marine Lançon. Les moments les plus dangereux dans notre région sont les moments après les rentrées en vigueur des cessez-le-feu. Et ça a toujours été le cas malheureusement, que ce soit avec les proxys de l'Iran ou avec l'Iran elle-même. Pourquoi ? Parce Pourquoi ce sont les moments les plus dangereux ? Ils veulent prouver qu'ils ont tiré les derniers. Vous savez, je regarde maintenant un post que les forces armées iraniennes viennent de mettre sur Twitter. Et ils disent « on a tiré les derniers ». Et ils montrent une photo du bâtiment qui est tombé à Beersheva. Ils sont fiers, ce matin. Ils sont fiers d'avoir tué des civils, des enfants et... Bon, je crois qu'il y a également une réaction de M. Martinet, qui a été longtemps à la DGSE, qui dit « Nous tournons en rond si nous stoppons l'intervention en Iran maintenant. Cela ne fera que repousser le problème nucléaire. La solution serait qu'un service forme une résistance iranienne armée qui fera tomber ce régime islamiste. Attention. En 1 an, c'est réglé. Nous savons faire. Go !» Bah oui, on sait faire, on a créé les talibans pour ça. Bravo. Oui. Charlotte, hélas. Non, mais la question, honnêtement, Joachim disait, on ne sait pas quelles auraient été les conséquences. On ne sait pas non plus quelles vont être les conséquences aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Simplement, vous avez vu, la Chine a réagi. Le ministre des Affaires étrangères iranien va voir la Russie. Je ne suis pas sûr que pour la région et pour le monde, on ait besoin d'une guerre mondiale sur le dos des Iraniens. Vraiment, c'est ça le risque. Le risque, c'est l'engrenage. Évidemment, quand la Chine réagit, c'est rare que la Chine réagisse. Et qu'elle dise attention aux intérêts dans la région, c'est quand même rare. C'est le détroit d'Ormuz, c'est pour ça qu'ils ont réagi. Elle a 90% de pétrole. Je ne trouve pas, pardon Charlotte, qu'ils aient réagi autant que cela. Ils ont réagi, ce qui arrive extrêmement rarement. Bon, le sort des Français. Alors, le sort des Français, et là on peut penser à Noémie Coller, qui est la sœur des otages. Peut-être eux sont-ils soulagés ce matin, parce que le sort des Français, qui était évidemment en très grande pointée, un très grand danger, je vous propose de voir ce sujet de Kinson, et peut-être que dans ces familles françaises, ce matin, on respire de ce point de vue-là. Depuis le 30 mai, la famille n'a aucun signe de vie de Cécile Coller et Jacques Paris. Noémie Coller est terrifiée. Lors des derniers échanges, elle décrit des otages à bout de force. Dans les dernières nouvelles, c'est qu'ils sont extrêmement affaiblis par leur détention. Ils sont absolument à bout de force et torturés psychologiquement par leur geôlier qui leur annonçait un verdict extrêmement sévère, imminent, qui n'arrivait jamais. Donc maintenus dans cet état d'attente et de terreur. Si les 2 Français n'auraient pas été touchés, Israël a confirmé que ces frappes visaient notamment la prison d'Evin et appelle les habitants de Téhéran à s'éloigner des infrastructures militaires et sécuritaires. Nous redoutons aujourd'hui qu'il y ait de nouvelles frappes sur la prison d'Evin. Pour nous, l'arrêt des bombardements est absolument indispensable immédiatement pour qu'il n'y ait pas plus de victimes civiles. L'exfiltration de Cécile et Jacques, l'exfiltration de cette prison qui est absolument d'une urgence capitale, qui n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui, puisqu'ils sont en danger de mort imminent. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran en France assure que son pays travaille sur le sujet. Leur libération est un souhait très fort, affirme-t-il. Une éventuelle grâce qui semble pour l'heure illusoire. Noémie Coller attend des actes, elle qui n'a aucun contact avec l'ambassade malgré ses relances. Et écoutons peut-être Noémie Coller, qui est donc la sœur d'une otage, qui est la sœur de Cécile, exactement. Écoutons-la. Donc elle remonte précisément au 30 mai, donc c'est la date de la dernière visite consulaire qu'ils ont eue, donc la 5e en un peu plus de 3 ans. Elle a duré 10 minutes, s'est déroulée sous haute surveillance. Dans les dernières nouvelles, c'est qu'ils sont extrêmement affaiblis par leur détention, ils sont absolument à bout de force, enfin en tout cas ils l'étaient déjà à l'époque, et torturés psychologiquement par leur geôlier qui leur annonçait un verdict extrêmement sévère, imminent, qui n'arrivait jamais. Donc maintenus dans cet état d'attente et de terreur. Nous redoutons aujourd'hui qu'il y ait de nouvelles frappes sur la prison d'Evin. Pour nous, l'arrêt des bombardements est absolument indispensable immédiatement pour qu'il n'y ait pas plus de victimes civiles et que Cécile et Jacques retrouvent un semblant de sécurité.
l'exfiltration de cette prison qui est absolument d'une urgence capitale, qui n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui, puisqu'ils sont en danger de mort imminent. On a eu une visio avec Jean-Noël Barrot mardi dernier, qui a pris le temps de répondre à nos questions, de nous écouter. Donc on sent que c'est un dossier qui leur tient à cœur, mais encore une fois, il y a beaucoup de confiance aussi qu'on doit placer dans les autorités françaises, et sans avoir d'informations concrètes, ce n'est pas tous les jours facile. Bon, vous aviez entendu Noémie Kohler dans le sujet de Kinson, mais c'était bien de l'entendre plus longuement et d'avoir une pensée, évidemment, parce que on n'imagine jamais d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place des gens, mais ce que vivent les familles des otages, quand tu sais que ta fille, que ton fils est dans une prison iranienne à des milliers de kilomètres, torturé psychologiquement et à bout de force... Oui. Je vous assure, on peut avoir une pensée... On peut aussi avoir une pensée pour tous les Français, et il y en a qui ont disparu en Iran, dont on n'a jamais retrouvé la trace. Jamais. Ça également. Et on n'a pas assez parlé de ces otages qui peut-être expliquent en partie la position de la France aussi vis-à-vis du régime iranien depuis le début. Ça n'explique pas tout, mais ça nous donne aussi une forme de décryptage.